Chers amis, merci de me rejoindre encore une fois dans ce nouveau chapitre. Votre vitrectomie est faite. Vous allez maintenant colorer les tissus enlevés. Pourquoi faut-il injecter un colorant? Pendant près de 20 ans, j'ai enlevé un peu plus de 12 000 limitantes internes sans utiliser de colorant. J'ai pu le faire parce que je n'utilisais pas de fibre endoculaire, illuminant la macula avec un angle de 25 degrés et ne renvoyant donc pas les reflets de la membrane, mais la lampe à fente opératoire du microscope, placée à 5 degrés, qui, elle, renvoie tous les reflets à l'opérateur. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert pourquoi il fallait enlever la limitante interne. Sans la lampe à fente, je n'aurais pas pu introduire ce concept. Je m'étais rendu compte à l'époque qu'en dehors du traitement des métamorphopsies, il ne servait à rien d'enlever ces plaques réfringentes qui ne correspondaient qu'à de la hyaloïde postérieure accolée, envahie et désorganisée par une prolifération gliale. Nous avions découvert par contre, avec ma femme Anapat, qu'il fallait exercer un traumatisme mécanique pour entraîner une réaction rétinienne et que le meilleur moyen pour le faire était d'enlever la limitante interne puisqu'elle s'accompagne toujours d'un arrachement des pieds des de Müller. Ce traumatisme induit une réaction réparatrice qui entraîne des améliorations visuelles bien supérieures à tout autre traitement. Pour éviter de faire des manipulations inutiles, je commençais donc par attraper la limitante interne, en tout cas j'essayais, en dehors des zones brillantes où la hyaloïde était accolée, pour faire un rexis entourant les reflets, c'est-à-dire enlevant en même temps le couple limitante interne prolifération gliale et la plaque de hyaloïde. Cela m'était assez facile puisqu'encore une fois, l'éclairage par lampe à fente me permettait de voir les reflets, c'est-à-dire les zones de hyaloïde accolées et donc de déterminer les zones où je pouvais commencer le pelage. En fait, j'utilisais la lampe à fente comme on peut utiliser la triamcinolone qui, elle aussi, vous permet d'identifier les zones recouvertes de hyaloïde. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai arrêté la triamcinolone, ou plus exactement le Kenacort, lorsque j'ai constaté que les améliorations visuelles étaient moins bonnes lorsqu'on l'utilisait. De plus, les cristaux pouvaient également gêner le pelage de la limitante interne en s'intercalant dans les mors de la pince. Je n'ai gardé comme indication de triamcinolone que les yeux myophores, par exemple les trous maculaires du myophore, ou certains cas de décollement de rétine. Je n'utilisais pas non plus le vert d'indocyanine à cause de ses problèmes de toxicité, ni le bleu tripant qui colore tout, y compris le vitré. Comprenez que je n'avais aucun intérêt à faire des colorations qui ajoutent des gestes supplémentaires compliqués et qui surtout n'ont pas de caractère sélectif dans les tissus qu'ils colorent, au contraire de ce que me montrait la lampe à fente. Mais je dois avouer humblement que lorsque j'ai commencé à utiliser la coloration par bleu de Koumassi, l'ILM Blue, j'ai réalisé que j'avais dû, pendant 20 ans, faire parfois des pelages incomplets et parfois même trop traumatisants. Donc, des erreurs par défaut ou par excès, tant les avantages de cette coloration spécifique sont intéressants et utiles. En effet, le bleu de Koumassi est un colorant qui présente des interactions avec des acides aminés tels la phénylalanine, la tyrosine, le tryptophane, l'arginine, bref, tout ce qu'on appelle les protéines membranaires que l'on trouve dans les membranes cellulaires, membranes cytoplasmiques, mitochondries, corps de Golgi ou réticulum endoplasmique. Vous avez appris ça pendant vos études. Par définition, l'ILM Blue ne va donc pas colorer la hyaloïde postérieure et le vitré, qui sont des fibres de collagène 2. Il ne va pas non plus colorer la limitante interne, qui,
malgré son nom de membrane, n'est pas une membrane, mais une structure de collagène 4 de 1 micron d'épaisseur. Mais la limitante est tellement poreuse que la coloration va pouvoir se lier aux protéines membranaires des pieds des cellules de Muller sur lesquelles elle repose, ainsi qu'aux protéines membranaires de la prolifération astrocytaire qui la franchissent allègrement. Votre but étant d'enlever les pieds des cellules de Muller, le bleu de Koumassi va donc marquer très exactement ce que vous voulez enlever sans colorer le reste. Bien sûr, le bleu tripant va colorer lui aussi les pieds des cellules de Muller, mais comme il colorera en même temps la hyaloïde, vous ne saurez pas si l'endroit où vous attaquez la dissection est de la limitante interne pure ou si elle est recouverte de hyaloïde postérieure. C'est comme mettre des lunettes infrarouges dans un nightclub obscur. Vous voyez très fortement tous les danseurs, mais vous ne savez pas si la personne que vous allez inviter est du sexe masculin ou féminin. Non seulement le bleu de Koumassi est moins toxique que les autres colorants utilisés en rétine, mais en plus, il va identifier la cible. Imaginez un système qui permettrait d'identifier sélectivement les terroristes au milieu d'une foule. Cela simplifierait quand même bien les choses. Alors, voyons en image les avantages qu'offre la coloration par ILM Blue. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, le fait que l'ILM Blue marque les pieds des cellules de Muller, mais ne marque pas la hyaloïde postérieure, qui va apparaître en coloration négative, va vous permettre d'appréhender immédiatement la situation. Quand il n'y aura pas du tout de coloration bleue, vous allez savoir immédiatement que la rétine du pôle postérieur est recouverte de hyaloïde. Vous êtes dans le cas soit d'une absence de DPV, soit d'un fovéoschisis, et vous savez que si vous tentez de créer un plan de clivage à la pince, vous risquez d'y passer un bon moment car la pince va glisser sur les fibres et ne retirer que de tout petits fragments sans consistance. Le risque est alors de vous énerver, de vouloir pincer plus que raison et de faire des bêtises. Vous allez donc peut-être opter d'entrer par la création d'un plan de clivage avec un pic très tranchant ou une aiguille recourbée si votre choix de gauche le permet. Quand il y aura une coloration bleue uniforme, sans îlot non teinté, vous saurez immédiatement que vous êtes dans la configuration d'un édème pur. Vous allez alors choisir votre pince la plus précise et commencer le pelage à l'endroit où vous êtes le plus confortable, sans vous soucier de la hyaloïde. Quand vous verrez un ou plusieurs îlots non colorés sur un fond bleu, vous saurez que vous êtes dans la situation classique de la membrane épirétinienne idiopathique. Et vous pourrez alors soit choisir d'enlever en premier l'îlot de hyaloïde postérieure en abordant sur un de ses bords. Puis, dans un deuxième temps, vous pourrez enlever la limitante interne sans vous soucier de la hyaloïde. Pour plus de confort, vous pourrez réinjecter la ILM Blue pour obtenir une meilleure coloration et pour contrôler ce qu'il y avait sous la plaque de hyaloïde. Soit vous choisirez d'essayer d'enlever la hyaloïde et la limitante dans un seul et même geste, dans le souci d'économiser vos entrées et sorties. Vous pourrez alors très facilement choisir une plage de limitante pure, libre de hyaloïde postérieure, mais voisine de l'îlot hyaloïdien, suffisamment large pour pouvoir réaliser un grand départ de rhexis avec un bras de levier suffisamment fort de façon à enlever en même temps la limitante et la hyaloïde sous-jacente. Parfois, avant le marquage, vous ne verrez rien d'extraordinaire, si ce n'est des images que l'on appelait autrefois des zones d'interruption exoplasmique, et brutalement, l'injection d'ILM Blue vous révélera que le marquage s'arrête brutalement au niveau d'une zone de séparation souvent arciforme. En fait, la coloration montrera qu'au-delà
De cette zone, il n'y a plus ni limitante interne, ni pied des cellules de Muller, comme l'a très bien décrit Étienne Beauvais. La contraction de la membrane a arraché spontanément le couple limitante cellule gliale et la plage arrachée s'est enroulée sur elle-même. Si l'on ne faisait pas ce diagnostic avec le colorant, on pourrait débuter le pelage du mauvais côté de la zone enroulée et on attaquerait alors directement le plan des axones. Le colorant, dans ce cas, vous évite une erreur par excès. Parfois, enfin, vous aurez l'impression d'avoir enlevé une limitante interne bien colorée en bleu et vous pourrez avoir l'impression que le pelage est terminé. C'est dans ces cas où, avant que je n'utilise le colorant, j'ai certainement dû arrêter le pelage trop tôt. Si l'on prend l'habitude de réinjecter de l'ILM Blue chaque fois qu'il existe un petit doute sur l'entièreté du pelage, on peut éviter ces erreurs par défaut et découvrir, comme ici, qu'on n'avait pas enlevé la limitante. On n'avait donc pas traumatisé la rétine et on n'avait pas fait le job. En voici un autre exemple, peut-être encore plus démonstratif, où l'on pourrait très bien se dire que le travail est terminé après le pelage, le premier pelage. Il existe en effet des cas, comme je l'ai dit dans le chapitre 1, où la prolifération astrocytaire est tellement forte qu'elle peut proliférer à partir de la plaque de hyaloïde et former de façon centrifuge et au-dessus du plan de la limitante interne une néomembrane simulant une deuxième limitante interne, car l'ILM Blue ne colore pas les limitantes, mais la prolifération gliale sous-jacente. C'est exactement ce qui s'est passé dans cet œil éviscéré que ma femme Yvette a pu examiner et où l'on voit que la pseudomembrane faite uniquement de cellules astrocytaires marquées par l'anticorps anti-GFAP s'est étendue horizontalement à partir de la plaque hyaloïdienne au-dessus de la limitante interne, simulant, étant donné son marquage identique, une deuxième limitante interne. En fait, ces cas sont juste les stades plus avancés de prolifération astrocytaire que ce stade classique de membrane épirétinienne où l'on voit sur le bord nasal de la plaque hyaloïdienne isolée par le marquage négatif de l'ILM Blue, une prolifération astrocytaire intensément marquée en bleu et proliférant sur le bord postérieur de la hyaloïde, qui va s'étendre de façon centrifuge au-dessus de la limitante interne. On peut confirmer, après ablation de la plaque hyaloïdienne, que le plan formé par le couple limitante interne pied des cellules de Muller était bien intact. Il faut donc garder en mémoire ces cas pour ne pas hésiter à réinjecter l'ILM Blue chaque fois qu'un petit doute existe. Cela évitera à certains de dire qu'ils ont eu une récidive de membrane épirétinienne, ce qui est impossible, puisque la limitante interne ne peut pas repousser, car ce n'est pas une structure cellulaire, et que cet accolement hyaloïdien ne pourra pas se reproduire. Simplement, leur premier pelage était incomplet pour les raisons que l'on vient de voir. Vous voyez donc pourquoi un défenseur du pelage sans coloration a pu devenir accro au bleu de Koumassi, en raison de l'apport dans la compréhension de la pathologie qu'il permet. Et, somme toute, avoir une meilleure image grâce à la lentille plan concave, une plus grande précision gestuelle grâce à la lampe à fente, et une meilleure compréhension grâce au bleu de Koumassi, tout cela réuni fait qu'on a un meilleur contrôle, ce qui est le secret pour obtenir un gain de temps et un traumatisme plus petit. Passons maintenant à quelques conseils techniques. Puisque vous allez être amené à injecter 2 fois de l'ILM Blue, n'injectez en tout premier lieu que la moitié de la flasque. Vous n'avez pas à faire de manipulation spéciale pour l'injection, injectez au milieu de l'œil,
Si comme moi vous n'avez fait qu'une vitrectomie postérieure, vous pouvez quand même faire une injection au milieu de l'œil car vous n'avez aucun risque de colorer le vitri. Le seul risque est d'injecter trop fort en créant un effet Karcher pouvant entraîner une déchirure rétinienne. Je vous conseille donc, premièrement, de ne pas placer le bout de votre canule d'injection trop proche de la rétine. Deuxièmement, de prélever le bleu de Koumassi dans une seringue tuberculinique de façon à ce que la pression d'injection soit plus contrôlable étant donné la longueur de déplacement du piston. Vous laissez reposer le colorant plus ou moins longtemps en fonction de l'intensité de marquage que vous voulez obtenir. Personnellement, je ne voyais pas la nécessité d'un marquage très prononcé et je ne laissais pas le colorant en place plus d'une dizaine de secondes. Pour le retirer, je vous conseille d'aspirer avec votre pièce à main à 1 ou 2 mm du colorant, tout en verticalisant l'infusion de l'autre main. Un courant circulaire, comme celui d'une machine à laver, va alors se produire. Pendant qu'il tourne ainsi, le bleu va frotter sur les cellules de Muller du pôle postérieur et la coloration augmentera. Refaites la même technique lors de la réinjection au moindre doute. Voici donc ce que je voulais vous dire sur les colorants. Nous terminerons ces chapitres sur la chirurgie de l'édème maculaire en abordant dans le prochain chapitre les techniques de plaque.